Or qui n'est pas connecté à la source, je suis un débutant, dit le soufi. Aziz M. Ar-Rani dit « Tiens, tant qu'il y a un atome dans mon corps qui s'active dans la connexion, le dévoilement est proche. » Et il précise, Aziz, « Dès que j'entre dans l'incarnation, je perds mon éternité et j'entre dans l'électromagnétique, c'est-à-dire le monde matériel. » Alors vous le savez, il est de bon ton de se vous voyez quand on est sur un plateau de télévision, de se faire des rondes jambes et de se dire « Cher ami, comment allez-vous » Quand Aziz est arrivé tout à l'heure, tout de suite, il m'a demandé de le tutoyer. Voilà. J'ai trouvé ça génialement simple. Ça simplifie beaucoup de choses. L'autre, c'est soi-même habillé d'une autre façon. Parce que finalement, la séparabilité, c'est de voir l'autre séparé de soi-même. En réalité, si on fait une petite analyse, ce corps, c'est un ensemble d'atomes, c'est un ensemble de particules. Mais est-ce qu'il y a une particule X différente d'une autre? Les particules, quand on descend dans l'infiniment petit, tout est semblable. Donc, ce corps est semblable à l'autre corps. Dans l'infiniment, dans la profondeur d'un état relatif tellement subtil, la ressemblance est parfaite. Donc l'autre, c'est soi-même, mais habillé d'une autre façon. Quand je dis du mal de l'autre, c'est du mal de moi. De moi-même. Mais ça, c'est pas ésotérique. C'est d'une explication simple. C'est même pas quantique. C'est même pas quantique. C'est de l'évidence quand tu vois que l'infiniment petit règne dans ton corps. Parce que l'infiniment petit, c'est les éléments fondamentaux qui forment mon corps. Ça veut dire que mon corps est une interférence entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est pour ça qu'on appelle ça le mésocosme. L'infiniment petit, c'est le microcosme. Et l'infiniment grand, le macrocosme. Et le corps humain, c'est l'interférence, la rencontre. C'est ça, le mésocosme. Nous allons rarement à la rencontre de nous-mêmes. Et quand ça nous arrive, est-ce que ça nous arrive, Aziz? D'être nous-mêmes. Professeur. Ouais. Est-ce qu'on peut être nous-mêmes? Est-ce qu'il nous arrive de se rencontrer nous-mêmes? On peut dire que ça se fait dans l'infiniment bref. C'est quelque chose qui est réel, mais ça se fait dans l'infiniment bref parce que la rencontre avec nous-mêmes, c'est-à-dire la rencontre avec ce qu'on est réellement, ne se situe pas dans le temps. On se rencontre avec le phénoménal qui est l'état changeant de ma nature en permanence. Je suis dans la linéarité de temps. Mais quand je rencontre ma vraie nature, je fais un voyage dans l'infiniment bref, appelé le temps de Planck, conscience, ou l'intervalle de Planck, c'est-à-dire un temps nul qui est T0 et un temps qui est pratiquement nul, qui est 10 puissance moins 43 secondes. Et dans cet infiniment bref, je voyage à chaque instant. Je ne peux pas vivre dans le phénoménal si je ne fais pas ce voyage. Je rencontre ma nature absolue, mon être, mon absoluité, moi-même, ma réalité fondamentale, ma constante. Et je viens jouer avec les variables que j'appelle la vie. La vie, c'est un ensemble de variables et je joue avec ces variables. Et je ne donne pas de l'importance aux variables. Mais qu'est-ce que la réalité? La réalité n'a aucun sens puisque tu vas lui donner une étiquette d'absoluité. La seule réalité, c'est un état fondamental non changeant que tu contactes dans l'infiniment bref à travers ton existence à chaque instant. Mais il faut apprendre. Ouais, Habibi, il faut apprendre. Je dis souvent, Habibi, c'est un moyen pour s'ouvrir sur l'autre.
Habibi, en arabe, ça veut dire mon bien-aimé. Et quand tu aimes l'autre, tu t'aimes toi-même. Et quand tu t'aimes toi-même, tu aimes l'autre. Et c'est pas l'amour dans le sens dualiste. L'amour réel, c'est la reliance, au-delà de la dualité. Tu es relié à l'autre par nature fondamentale. Donc, si on dit que la réalité existe, elle n'est pas de ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas de réalité, de vérité, surtout. Ce monde, c'est un ensemble de variables. Et chaque fois, tu expérimentes une variable. Et tu prends une petite information que tu appelles l'expérience de la variable. Et tu continues ta vie. Quand tu commences à chercher le réel, c'est le piège de ta vie. Tu cherches quoi? Quelque chose qui existe déjà en toi. Et quand tu la cherches, tu la caches. Chercher, c'est cacher ce qui existe déjà en toi. J'avais entendu cache, C-H, S-H. Tu la caches. Aussi. Et en permanence, l'être humain, quand tu lui poses la question, il te dit « je cherche ». Je suis en train de chercher. C'est-à-dire, il n'est jamais satisfait de ce qu'il est. Il y en a même qui se trimbalaient avec des lanternes dans la rue. Exact, oui. Je cherche un homme. Est-ce qu'il l'a rencontré? Parce qu'il cherche. Chercher, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui s'agite. Et quand tu t'agites, tu n'es pas satisfait de ce que tu es. Chercher, c'est rejeter ce que je suis. Un être spirituel, c'est celui qui ne rejette rien, qui est dans cet état d'autosuffisance active, connecté à toutes les variables et surtout en résonance avec la constante. Il y a une constante, il y a les variables. La constante, c'est la transcendance et les variables, c'est le phénoménal de la vie. C'est très simple, un enfant peut comprendre ça. Un enfant, oui. Mais l'adulte a compliqué toute l'existence parce qu'il cherche. En plus, il se réveille le jour, il est bien, il se dit, oui, magnifique, quelle belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, c'est une belle journée à Paris. Et il commence à penser. Souvent, la pensée rentre en interférence. Parce que quand tu penses, d'abord, est-ce que c'est toi qui penses? Ou ça se pense en toi? En plus, quand tu émets une pensée, c'est une petite fréquence électromagnétique. La pensée est un champ magnétique. On peut même l'enregistrer avec des appareils. Tu mets des électrodes, tu dis à quelqu'un de penser, il y a des ondulations qui vont se produire. Qui se passe au niveau cérébral? Cérébral. C'est ça, oui. Ça veut dire que quand tu penses, tu émets une onde. Mais cette onde, elle va rentrer en interférence avec d'autres. Tu vas l'envoyer dans l'espace. Dans l'espace. Mmh. Elle rentre en interférence et elle revient. C'est-à-dire, quand tu penses, tu rentres en interaction avec des gens qui pensent de la même façon ou dans le même champ. Ça veut dire, ce qui est important, tu reçois instantanément ce qu'on appelle les résonances d'interférence. Il se trouve parfois que tu te connectes avec des gens qui pensent d'une façon un peu difficile. Ils sont dans la souffrance, ils envoient des... Et le matin où tu étais tranquille, paisible, avec une petite pensée, tu te connectes au champ, avec un champ indésirable par rapport à toi. Et tu te retrouves agité. Qu'est-ce qui se passe? J'étais bien et maintenant, tu ne maîtrises pas ce que tu es. Aziz, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer, c'est une hypothèse, que des personnes dans des lieux différents sur la planète ont bâti des pyramides sans avoir de plan commun. Tout à fait. Et même c'est... Parce que dans la pensée, il y a deux événements fondamentaux. La pensée est un champ électromagnétique. Donc il y a la qualité du champ qui se manifeste. Mais on a démontré quelque chose de fondamental, que ce champ électromagnétique, il est tellement réductionnel, il est petit par rapport à une globalité énorme, spatiale.
le champ électromagnétique n'occupe pas plus de 0,1% de la globalité de la masse lumière de l'univers. C'est-à-dire le reste, à peu près 99%, c'est une lumière qu'on appelle la lumière réelle. En science, on appelle ça la lumière lourde, parce qu'elle est réellement présente. Elle est invisible. Mais nous, on vit dans un univers fermé, ce qu'on appelle en thermodynamique un univers complètement fermé, et cet univers est condensé dans ce champ. C'est-à-dire, c'est comme une matrice dans laquelle on vit et qui nous oblige à rester que dans ce champ. L'autre réalité n'existe pas, le champ te dit tu n'es que ça, et toi-même, avec le temps, tu commences à te dire il n'y a que ça, je ne suis que cela, le champ te rend réductionnel, et par un mécanisme d'auto-biofeedback, tu commences à dire je suis réductionnel, je suis rien, périssable, mortel. C'est le champ limité et limitant qui nous réduit à cela. La tradition appelle ça la chute cosmique. L'homme est rentré dans ce champ. Ce champ, la science l'appelle l'archétype de ce champ. La science, c'est le champ électromagnétique. Dans la science, il y a 4 archétypes fondamentaux, 4 forces. La force électromagnétique. Si tu prends le noyau, il y a l'enjeu de 2 forces, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, et la force gravitationnelle. Il y a 20 ans, il y a quelque chose qui s'est passé d'énorme en physique. Et c'est passé d'une façon inaperçue, malheureusement. L'être humain a pu unifier la force électromagnétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la matrice, qui est notre univers, qui est dans la tradition appelée le voile. On frôle l'alchimie, là. Ah oui, on est dans l'alchimie. Et l'autre, qu'on appelle la lumière réelle, on a pu les mettre dans une seule équation. Ça, l'équation qui a donné le prix Nobel à Abdus Salam, qui est un physicien avec un autre physicien pakistanais, et qui ont unifié 2 forces majeures de l'univers. La force du voile et la lumière réelle, symbolisée dans la science comme étant la force nucléaire faible qui est dans chaque atome de notre corps. Cette force, elle a la possibilité de rendre l'être humain expansif. C'est elle qui te donne l'expansion. Elle est activée dans l'amour, comme disait Habiba Giuliana Conforto, qui est une astrophysicienne italienne que je connais, magnifique dans ses travaux. Elle insiste sur cette qualité de la force nucléaire faible comme étant porteuse de l'information amour, reliance, expansion. Par contre, la force nucléaire forte, qui est la condensation, l'inertie, le conservatisme, la lourdeur, la pesanteur, la mélancolie, c'est la masse, c'est la rigidité, c'est le fait d'être limité, limitant, confiné dans une forme. Et tu oublies que dans la forme, ta résonance fondamentale, elle est dans la non-forme. Oh, Habib. Ce passage est magique parce que on peut se focaliser dans la masse. Et c'est ce qu'on fait souvent. Tu vois quelqu'un, tu lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, tu es triste. Il est que la forme. Il ne croit être que la forme. Il s'est cristallisé dans la forme. Et tu lui dis, mais bouge, tu n'es pas que ça. Attention, ouvre un vortex. Laisse passer la vraie lumière. Sois dans la fluidité de l'acceptabilité. Il n'entend pas parce qu'il a été éduqué. Son cerveau est rigide. Nous avons été formatés. La société nous a formatés et nous l'avons bien accepté aussi. Parce que c'était un Alors passage que nous avions obligé. Le choix de... C'était un passage obligé. Vraiment? Oui. C'est vraiment un passage obligé? Oui, parce que dans la forme, tu intègres la dualité.
Parce que si tu ne rentres pas dans le format, tu ne fais plus partie du troupeau, et là on te montre comme étant le petit mouton noir ou le petit canard, le vilain petit canard. Ça veut dire, avec des mots simples, Oui, ça veut dire que l'homme avait besoin d'être dans la dualité pour avoir une information de cette dualité, pour passer à ce qu'on appelle, à ce que j'appelle la dualitude, un état d'interface, et pour intégrer l'unicité. C'est la cause même de notre passage sur Terre. L'expérience de la dualité est une nécessité phylogénétique, mon ami Habib. On ne peut pas dire qu'on est là et on bascule dans l'unité. On est obligé de passer par la dualité. Quand on voit notre corps, comment il fonctionne? C'est une bipolarité active. active. Un métabolisme, il y a le catabolisme et l'anabolisme, la dualité. La nuit, il est en anabolisme, le jour souvent en catabolisme, selon le biorhythme d'un métabolisme. Si tu prends un organe, il est dans un état antagoniste. Comment il gère l'antagonisme? C'est le temps. Le soir, il crée le catabolisme, le jour, l'anabolisme. Donc il gère sa dualité, son déséquilibre dualiste, à travers un état temporel. C'est notre vie. On gère notre déséquilibre à travers un état temporel. Et dans l'état temporel, il y a une polarité qui prend forme, qui s'actualise, une autre polarité qui se potentialise, mais le lendemain, il peut y avoir l'inverse qui se fait. Et c'est pour ça quand tu aimes à travers une résonance bipolaire, tu aimes aujourd'hui, certainement tu vas détester un autre jour. La même personne, ça passe par l'amour et la haine. Parce que ta logique est fondamentalement ancrée sur la bipolarité structurelle de ta pensée. Sachant que la haine n'est pas loin de l'amour. Et ils sont reliés par la bipolarité de la pensée. Le vrai amour transcende les deux. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est un état de dualitude, c'est-à-dire une interface où il y a cette acceptation, acceptabilité de ce qui est en résonance avec l'instant. Le vrai amour, c'est un état de non-rejet, Habibi. Et un état où vraiment tu exprimes au niveau de ta conscience un potentiel unicitaire. Tu transcendes la dualité. Tant que tu es dans la dualité, tu ne peux pas parler d'amour. Parce qu'on prend la religiosité, par exemple. La religiosité, elle n'a rien relié. C'est la religiosité exprès, je ne parle pas de la religion, parce que la religiosité a généré une dualité extrême. Et c'est la base de tout ce qu'on vit comme souffrance. Moi, quand j'étais jeune, je voulais un petit peu m'apaiser. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas 30 ans. Je te reprends là-dessus parce que religion, relicaré, je crois qu'on a donné un mauvais sens. Un mauvais sens. Un relicaré, c'est pas, ça vient, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec Elle religion. ne répond pas à cette définition. C'est pour ça que j'utilise la reliance, qui est un mot plus adapté, un mot quantique, plus ou moins. Quand tu vois un petit peu la religion a structuré souvent cette dualité, même après la mort, tu la retrouves, l'enfer et le paradis. C'est la dualité par excellence. Donc, l'humain, quand il cherche l'apaisement, comme le divin te dit que moi, ma nature essentielle se structure dans l'apaisement, dans la paix et l'apaisement. Tu ne peux pas connaître l'être si tu es agité. Tu ne peux connaître l'être que si ton être soit apaisé. Il y a un sutra qui dit « Ô âme apaisée, accepte la résonance de la divinité. » Accepte. Oui. Parce que là, l'acceptabilité est fondamentale parce que l'âme, quand elle s'apaise, elle s'ouvre. L'âme a un double regard. L'âme elle n'est pas automatiquement saine. Elle n'est pas divine par nature. L'âme, dans l'alchimie, c'est le soufre. C'est elle qui s'agite. Animus, elle s'agite. L'âme est agitée, mais l'âme a un double regard, comme dans la Kabbale, dans le soufisme. C'est une problématique de regard.
Quand le regard de l'âme est orienté vers l'être, l'âme est apaisée. Quand le regard de l'âme est orienté vers la matière, l'âme est agitée. Quelqu'un qui va mourir, qui laisse beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de matière, beaucoup de biens, son regard est orienté vers la masse. Mais c'est tellement difficile de tout lâcher. C'est pas tout lâcher, c'est-à-dire d'avoir un regard, simple regard vers l'essence. Tu peux posséder la matière, mais tu la possèdes dans sa nature variable. Tu la possèdes pas dans sa nature constante. Tu as la matière, le phénoménal, mais ton regard profond est vers la réalité non manifestée. Tu es nourri à chaque instant. Alimenté. Alimenté. Tu sais, ton discours me rappelle à des similitudes avec le discours de Patrick Burenstenas. C'est un grand ami. Hein. Oh, souvent, j'ai dit, on est nourri de la même source. C'était pas la même maman, mais c'était la même alimentation, la même origine. Mère divine. Tout à fait. Je commence à mieux comprendre, et sans trop anticiper, il me semble, qu'en tenant compte de ce que tu nous dis, il y a quantité de maladies que nous pourrions nous éviter. Sans être médecin, hein. Sans parler de médecine. Alors moi, par exemple, je me présente en tant que médecin. Il y a voilà, longtemps, c'est ce que je suis médecin. J'ai reçu des messages me disant, mais tu le sors d'où, lui? Ma baguette magique. Parce que l'âme agit. L'âme agit. Je suis médecin de formation, endocrinologue, j'ai fait des CES d'immunologie, neuroendocrinologie, donc pas mal de petites spécialités, aussi en médecine alternative, acupuncture, homéopathie, pendant des années. J'ai dirigé un grand laboratoire au Maroc, appelé laboratoire de recherche et d'analyse médicale. Donc j'avais dans ce laboratoire une certaine synthèse entre la médecine classique, les tests les plus modernes, biologie moléculaire, et aussi une ouverture sur la vision de synthèse, les cristallisations sensibles, les techniques de Lakowski, l'ozonothérapie. Donc j'avais ça il y a plus de 20 ans. Et j'ai dirigé ce laboratoire plus de 12 ans. Et un jour, j'ai tout quitté. J'ai eu des petites choses par rapport à mon fonctionnement intérieur, par rapport à ma physiologie. J'ai vécu des choses au niveau du cœur, des petites crises intenses, des crises d'éveil. J'ai démissionné. Je suis parti. Il y a plus de 11 ans maintenant, oui, 13 ans. Quand même, 13 ans, ça passe vite. Hein. Et je commençais à donner des conférences par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai réalisé. Et je dis souvent à mes amis, quand je n'ai rien à dire, je fais un petit voyage dans mon corps et je parle. Lorsque tu dis crise d'éveil, c'est-à-dire, j'ai eu des crises intenses au niveau du cœur, hein, pratiquement des arrêts cardiaques. 7 fois, en une année. Et chaque fois, je sors avec une résonance différente. C'est comme si une transmutation physique qui se passe. La dernière fois, je me rappelle, c'était un ami, un cardiologue qui disait, professeur, mon ami est parti, fini, ça, c'est terminé, il est mort. Moi, j'entendais ça, je dis, non. On m'a donné une dérogation cosmique, je reviens. J'ai l'autorisation de revenir. De revenir. Et rester. Depuis, je me suis sauvé de l'hôpital. Et depuis, j'ai jamais vu aucun médecin, rien. Parce que j'ai entendu cette phrase, ton cœur, c'est terminé. J'ai repris les choses en main. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ton cœur, Aziz, avant avant, il y avait des... C'est 11 ans ou 12 ans maintenant. Il y avait certainement des arrêts cardiaques. Là, je ne donne pas forme avec tes mots maintenant. Tu sais qu'on est structuré comme un langage. Si tu me fais revenir au passé, je reviens avec ces mots un petit peu archétypaux qui structurent la forme. Moi, je dis mon cœur avec une expérience. Et cette expérience a engendré un état de conscience différent. Ton cœur a transmis à ton corps? Parce qu'il y a une entité globale. Le cœur a vécu une expérience et le cœur, c'est le centre de l'être. Et la conscience a bougé.
Et donc la conscience a vécu quelque chose de différent. Et depuis, j'ai commencé à expérimenter dans mon corps ces choses. Et souvent, à partir de cela, je dis à mes amis, j'ai quitté la sphère médecine. Je ne suis plus un médecin comme avant. Parce que le médecin, qu'est-ce qu'il fait avec ses structures, avec ce qu'il a appris? Il fait ce qu'on appelle le respect de la trilogie. Les symptômes, analyser les symptômes, faire sortir un diagnostic et trouver une thérapie adaptée. C'est la trilogie classique qu'en médecine on force de la mettre en évidence. Je dis souvent à mes amis, je ne suis plus dans cette vision. C'est-à-dire, j'ai quitté cela. Il faut être honnête avec soi-même. Si tu dis médecin, tu appliques cette trilogie. Quand tu commences à jouer, là, tu fais autre chose. Oui, mais le symptôme, il a une base, il a une racine. Mais bien sûr, c'est le symptôme. Imaginons, tu rentres voir un médecin. Tu commences à décrire ce que tu as, les symptômes. Et lui, il va prendre les symptômes, il va les analyser, il va essayer de les voir. Il va proposer des analyses, des radios, des scanners. Les IRM. Ah oui, c'est ce qu'on a appris, c'est notre époque, c'est pas... Rien n'est mauvais, mais attention. Quand toi, tu possèdes une autre façon de voir ce monde, que tu crois que ton corps change à chaque instant, et lui, il n'est pas dans cette vision quantique, il est dans la continuité linéaire. La médecine n'est pas quantique, elle est dans la continuité linéaire. Il va sortir avec un diagnostic. Il va te dire, oh cher ami, tu as telle pathologie. Donc tu es rentré par un ensemble de symptômes, tu sors avec une maladie. En plus, ton corps n'est pas rigide, il change à chaque instant, c'est un fleuve. Lui, il va te demander de faire un scanner. Après une semaine, il va avoir son scanner entre les mains. Et pendant ce temps-là, le corps a changé. Il a complètement changé. Donc en fait, le scanner ou l'IRM ou la radiographie va ne prendre qu'un cliché de l'instant présent qui n'existe plus quelques secondes après. Du passé. Ce n'est même pas le présent. C'est même pas le présent. Un cliché du passé. C'est-à-dire, il y a une différence énorme entre ce que le médecin lit sur le plan quantique. Attention, c'est pas sur le plan macroscopique que je parle. Sur le plan quantique, c'est un monde de différence. Mais si ta conscience est greffée sur la résonance quantique, tu vas avoir le réflexe de dire « Oh, Habib médecin, je ne suis pas ce que tu es en train de voir là. Ce que tu es en train de voir est un passé mort. Je suis différent. » Et c'est ça l'élan qu'on a perdu. Permets-moi de t'interrompre. Tu viens de parler de la conscience. Ouais. Il me semble que la conscience n'est pas localisée dans le corps. Et elle est localisable et non localisable. La conscience est un voyageur d'ici à ici en passant par là. Et là n'est autre qu'ici. La conscience voyage dans le corps. Quand tu as mal, toute ta conscience est focalisée dans la douleur. C'est ce qui a fait dire à Stéphane Lupasco, qui est magnifique, qui est un philosophe, que la douleur est ontologique. Quand il y a une douleur, tout s'arrête. Et ta conscience est focalisée sur la douleur. Tu as eu un mal dedans, rien n'existe. Tu ne vas pas dire à la personne, il faut que tu... Non, tout se focalise dans la douleur. Et si tu demandais la conscience est focalisante. Si tu demandais à ta conscience d'aller faire un petit tour à l'extérieur. Tout dépend de l'intensité de la douleur. Et c'est pour ça que quand j'étais là à Vaugirard, là... Forum 104. Oui. Et même quand on faisait des séances matricielles, pas des séances médicales, matricielles, je dis à mes amis, oubliez, vous êtes ici pour avoir une séance informationnelle. On n'est pas pour vous donner une séance thérapeutique. Thérapie, c'est la médecine. Si on vous donne une séance pour réveiller votre conscience à devenir une impulsion quantique qui touche deux critères fondamentaux. Le changement, le quantique c'est le changement par excellence, mais surtout la discontinuité.
À chaque instant, tu n'es pas le même et tu es conscient qu'il y a un facteur discontinu qui crée la continuité. Moi, quand je suis rentré ici, je suis comme un objet fondamental quantique qui change d'aspect, qui clignote, qui fait ce voyage dans l'infiniment bref en permanence. C'est ça la discontinuité. Mais le mental a l'impression que tout est continu, linéaire, l'image est fixée. Et c'est pour ça que je peux dire que ce qu'on a appris en médecine, le référentiel médecine, c'est la continuité linéaire, fixée et fixante. Et elle fait son travail, on n'a pas à la juger. L'allopathie, tout ça, c'est à travers l'homme. C'est la conscience du patient qui doit changer. À ce moment-là, les choses peuvent changer. Si par exemple quelqu'un, un malade vient, il va, souvent on me pose cette question, professeur, j'ai un cancer, qu'est-ce que je dois faire? Vivez. C'est pas à moi de le dire, Habiba. D'abord, comment tu conscientises ça? Est-ce que tu es... Il y a des gens qui jouent le jeu. Ils refusent la chimio, et parce qu'ils entendent que c'est pas bien. Ils oublient qu'une chose fondamentale, comment tu conscientises ça? Est-ce que tu es capable d'être quantique, comme j'explique maintenant? Si tu n'es pas capable, tu es linéaire, mais tu dois supporter le traitement linéaire. Mais excuse-moi, mais là tu parles d'un cas, tu parles du cancer. Comment demander à une personne atteinte d'un cancer de conscientiser? Eh ben voilà, donc c'est tout un travail à faire. Mais c'est pas au thérapeute d'orienter, il peut conseiller, mais le thérapeute ne pourra jamais dire à quelqu'un ne fais pas la chimio, c'est pas son droit. C'est pas son rôle. Mais le médecin propose. Le médecin, à l'hôpital, il dit voilà, j'ai des statistiques, j'ai des bons résultats. Et si tu conscientises la linéarité, tu es dans le fonctionnement temporel linéaire, donc tu es dans ce référentiel, tu le respectes. Tout dépend du référentiel dans lequel tu vis. Si tu vis dans le référentiel linéaire macroscopique, fixé, fixant, rigide, donc tu réponds à l'allopathie. Donc il ne faut pas faire l'hypocrisie et faire autre chose. Souvent ça ne marche pas. Tu changes de référentiel d'une façon, parce que les autres, tu entends que la chimie ne marche pas ou quelque chose comme ça, et tu changes de référentiel sans être dans ce référentiel d'une façon intime, en lisant un livre de physique quantique, que ton corps est changeant, mais tu ne l'as pas réalisé réellement. C'est ce qui nous manque, Habib. Et là, tu vas jouer ce jeu, tu restes à cheval entre deux thérapies. C'est là où ta conscience n'est pas en résonance de cohérence avec ton corps. C'est la cohérence qui est fondamentale. Est-ce que je suis cohérent avec moi-même par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je ressens? Concrètement, Aziz. La cohérence est fondamentale. Quand je dis quelque chose qui est en antagonisme avec ce que je fais, en antagonisme avec ce que je sens, le corps est perdu. Il se structure dans l'éclatement. Automatiquement, quelque chose qu'on appelle le système immunitaire va réagir. Dans un état de non-cohérence, on trouve souvent ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est quoi une maladie auto-immune? C'est une autodestruction par ton propre système immunitaire. La cohérence ne peut s'établir qu'à travers la connexion. Qu'est-ce que c'est que la connexion? Réveiller cette conscience, cette constante, implicite, qui est au fin fond de ton être et qui est non manifestée. Et c'est un travail intérieur, Habibi. C'est pour ça que la question que tu m'as posée par rapport à quelqu'un qui est malade, tu lui demandes de faire un travail. Oui, tu lui proposes. Et souvent, la maladie, dans sa phase d'accalmie, te donne cette possibilité de faire un travail sur toi-même. Mais dans sa phase virulente, c'est difficile. 3 consciences. Oui. 3 niveaux de conscience. En réalité, il y a 6 niveaux de conscience. Que nous avons dès notre conception. Voilà. Hein, c'est-à-dire au moment du l'embryogenèse. commencement. Oui, au début du début. Au début du début. C'est-à-dire, il y a quelque chose de fondamental.
dans la lecture matricielle. Chaque science a un référentiel. Vous savez, quand tu prends les mathématiques, c'est les nombres. Tu prends la physique selon la macrophysique. Là. Il y a un référentiel à respecter. Dans l'approche matricielle, qui est un petit peu une connaissance ouverte, le référentiel est le corps. Et le corps, il a un commencement. Ce commencement, c'est deux cellules, la rencontre, le voyage. Et ces deux cellules vont fusionner. Et cet état fusionnel va créer ce qu'on appelle, à travers des divisions et des multiplications cellulaires, 3 feuillets. Ces feuillets sont des ensembles cellulaires, des feuillets embryonnaires, et qui vont orienter toute la structure, toute l'organogénèse et la morphogénèse. Pourquoi ça? Parce que le corps est en 3 dimensions. Le corps est une structure tridimensionnelle. Donc il faut structurer l'extérieur, l'intérieur, et relier les deux. Ça veut dire qu'on a besoin des cellules qui travaillent en profondeur, qui vont jusqu'au fin fond de ta structure profonde matière, des cellules qui vont structurer toute la partie superficielle, et des cellules qui vont structurer la reliance. On est en présence de 3 feuillets. Mais attention, la science matérialiste s'arrête là. L'approche matricielle dit « Oh, Habib, il y a quelque chose qui manque là-dedans. La cellule n'est pas informée par elle-même en elle-même. La cellule, pour faire un travail, elle doit intégrer une information qui provient d'où? De l'espace, que j'appelle l'espace informant. Ces 3 feuillets sont guidés par 3 consciences qui sont les espaces informant des feuillets. C'est-à-dire une cellule, quand elle a besoin d'informations, il s'ouvre sur l'espace informant. Elle prend l'information et elle va l'actualiser. Et ces 3 consciences ont leur propre logique, ils ont leur propre système de fonctionnement. Mais comment arrivent-elles à se connecter, à se relier encore, à se raisonner ensemble? Eh bien, il y a toujours un phénomène de résultante. Par exemple, les 3 consciences vont se mouvoir. Vous savez, l'embryon. L'embryon avec ses 3 feuillets, il passe son temps à bouger. Il passe son temps dans un état de mouvement. Et quand il bouge, il dessine une forme. Vous voyez, quand tu danses dans l'espace, tu dessines une forme. Et cette forme attire une information. L'embryon dans la matrice de la mère va commencer à bouger. Les 2 feuillets qui bougent, c'est l'ectodermique et l'endodermique. C'est un petit peu les concepts embryonnaires. Ils bougent, ils cristallisent dans l'espace une forme, et cette forme appelle une information. Et comme ça, il structure ses organes à travers l'information qui provient d'une banque de données informationnelles que la tradition appelle l'akasha. C'est une banque de données cosmiques informationnelles. C'est-à-dire que l'embryon se structure lui-même via ses mouvances. Quand les 2 feuillets s'activent, la forme de l'organe se met en place. C'est ça l'organogénèse. C'est la mouvance, c'est la danse cosmique de l'embryon et l'attraction informationnelle. Mais attention, quand il y a un mouvement, le mouvement n'est pas continu. Il est discontinu. Discontinu. C'est-à-dire, il y a un mouvement, il y a un arrêt du mouvement. Et vous savez, Habib, ta question là, elle est magnifique. Comment il relie? Comment il réveille la reliance? C'est dans le silence entre 2 mouvements. Quand il n'y a plus de mouvement, il se met en immobilité. Alors en immobilité, ce qu'il a créé dans le mouvement va le relier dans le silence. C'est le silence qui relie. Et c'est pour ça que le silence est porteuse de l'amour et de la reliance. C'est pas l'agitation, c'est pas l'analyse, c'est pas le fait de comprendre, c'est le savoir. La reliance se fait dans le silence. Le respect se fait dans le silence. L'embryon,
comment il se structure pour relier tous les organes qu'il a créés dans le silence. L'immobilité des mouvements. Il danse, il crée. Il rentre dans le silence, il relie. Il danse comme la Terre Exactement. autour du Soleil. Tout à fait. Tout phénomène créationnel ne peut voir le jour qu'à travers une danse cosmique que le soufi appelle la louange, les louanges, at-tasbih. L'embryon, quand il bouge, il est dans cette phase phénoménale d'attraction informationnelle. Et quand il attrape une information, il va la condenser dans la matière, il crée l'organe. Il se crée lui-même, par lui-même, à travers lui-même. Et simplement, quand il crée les organes, il faut les relier. Il ne peut pas les relier dans les mouvements. La reliance se fait dans l'immobilité. Question, professeur. Comment expliquer que l'embryon, le fœtus, va vivre des malformations pendant sa conception? Que s'est-il passé? Il y a une hypothèse intéressante. Au moment où il attrape l'information, il y a quelque chose qui bouge en lui, c'est son choix incarnatif. C'est-à-dire, il a choisi une voie d'incarnation rapide. Moi, j'appelle ça les voies rapides. Quelqu'un qui vient avec une pathologie lourde, il a choisi la voie la plus rapide pour alchimiser tous ses mémoires. C'est une hypothèse. C'est-à-dire, il prend cette malformation et qui va générer beaucoup d'efforts, beaucoup de troubles, beaucoup de petites choses difficiles. C'est-à-dire, il a fait le choix d'une évolution rapide. En une vie, il ramasse toutes les mémoires. Et comme ça, il se libère d'un seul coup. Il n'a plus besoin de faire plusieurs passages sur cette terre d'enfermement. Il en est conscient? Peu importe. Lorsque tu dis il a fait son choix... Le choix, il est conscient à ce moment-là. Ah oui, il on parle oublie. beaucoup du choix, du lâcher-prise. Il oublie après, l'oubli vient. Parce que, imagine, on n'oublie pas. Et on vit une phase difficile ici. Waouh. Tu dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais dû pas. Alors tu vis une phase énorme de culpabilité. L'oubli est intéressant. En fait, l'oubli... C'est une protection aussi, tout à fait, l'oubli est fondamental pour avancer. Tu ne peux pas avancer dans le renouveau, dans l'activation spirituelle, si tu n'as pas activé l'oubli. Exemple, tu vis une expérience magnifique dans cette vie. Tellement belle. Et tu veux la répéter. Tu cherches à la répéter. Eh bien, c'est un piège. Si tu n'as pas la gomme cosmique, j'appelle ça avec mes amis la gomme cosmique, pour effacer ça, tu te pièges dans ta vie. Et c'est pour ça que je donne à mes amis des outils soufis. C'est pas une voie, c'est pas une discipline. Une piste. Une piste, des outils. Moi, je suis ni maître, ni... Non. Ah Moi, bon? j'ai dit à mes amis, hier, j'ai dit à mes amis, on est dans le partage. Ne soyez pas dans la vision maître-disciple. Vous créez de la séparabilité, là. Quelqu'un qui sait. Si quelqu'un est dans le savoir, il est automatiquement dans le passé. Moi, je vous invite, mes amis, à être dans l'écoute. Et grâce à vous, vous me permettez d'être dans l'écoute, parfois magnifique par votre présence. Donc, entre nous, il y a un passage et des passages, et il y a un partage. Une transmission. Et transmission. Et dans le partage aussi, il y a la notion du pardon. Tu donnes une part de toi-même. C'est ça le pardon. Tu donnes une part de toi-même. Et dans le partage, il y a cette résonance magnifique parce que tu pardonnes. C'est ça le vrai sens du pardon. C'est pas le fait d'être en culpabilité. Ça, c'est la notion la plus grossière. Le pardon, c'est partager, donner une part de soi-même pour que la fluidité s'installe. Mais je pourrais te rétorquer, mais qui suis-je, moi, pour pardonner? Pardonner à soi-même. Me pardonner d'abord. Ah oui. C'est ça, fondamentalement. L'autre est soi-même habillé d'une autre façon. La dialectique de ce mouvement, c'est donner de soi-même pour que le miroir s'active.
tu te pardonnes à toi-même parce que déjà, tu m'as posé la question, comment ça se fait que j'ai capté une information difficile pendant l'organogénèse embryonnaire? Et donc je dois pardonner ce phénomène qui est fondamental. Parce que le fait d'être dans un corps, c'est pas une chose simple. Tu es dans un processus d'enfermement. S'il y a un enfer, c'est dans la forme. Imaginez l'illimité, la structure de l'être sans forme illimitée qui vient se nicher dans une forme limitée. Conséquence, c'est la souffrance. À condition que tu sois au courant que tu es illimité. Mais tu le sois pas simplement en théorie, en intellectualisation, de le réaliser. C'est pour ça que dans la tradition évolutive, pas les traditions rigides, les traditions évolutives, parce que la tradition rigide, c'est du passé qui ne veut pas s'actualiser. Moi, j'appelle une tradition évolutive, c'est quelque chose du passé, certes, qui s'actualise à travers les esprits de notre époque. J'ai dit une fois à quelqu'un, oh Habibi, Christos, il y a 2000 ans qu'il a vécu. Et qu'est-ce qu'il a dit Christos lui-même? Tu pourras faire encore mieux ce que je fais. Ça veut dire il est conscient que dans 2000 ans, tu es encore plus Christos que Christos. Il y a un champ informationnel énorme qui s'est développé. Pourquoi se cristalliser sur un passé et ramener le passé? Non, il faut l'actualiser avec notre temporalité, notre vision actuelle. Et c'est ça ce qu'on appelle la tradition évolutive. Même le soufisme, s'il reste dans sa nature rigide passée, il n'applique pas sa résonance ouverte. Un soufi, quand tu prends les avatars, les grands avatars de ce monde, ils n'ont jamais structuré un enseignement. Ce sont ceux qui sont venus après. Pourquoi structurer? Parce qu'ils savent que quand tu structures, qu'est-ce que tu mets? De l'agitation. C'est-à-dire tu mets une couche de résistance. C'est-à-dire tu mets un potentiel qui va inhiber le passage de la vraie lumière. C'est-à-dire que tu vas devenir un être plus résistant à la présence. Automatiquement, quand tu es résistant à la présence, tu te focalises dans la forme. Et si tu te focalises dans la forme, tu es dans l'hyperforme. Et quand tu es dans l'hyperforme, tu es en pleine forme. Mais quand tu es en pleine forme, tu oublies que tu es un être dans la non-forme et tu souffres. Alors j'ai deux commentaires qui sont arrivés. Le commentaire de Christian, je suis Baba. Si nous avions eu ces connaissances dès la naissance, la paix régnerait sur la terre. On l'a cette connaissance. On l'a d'une façon implicite. Maintenant, on vit une époque particulière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un petit peu ce langage maintenant. C'est notre époque. Je me rappelle d'un grand soufi et même d'un grand maître védique qui disait « Cette époque, c'est l'époque où il y a toute la connaissance et toute l'ignorance. Il faut être dans la vigilance de faire le choix réel. » Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'a pas entendu ça. C'est parce que la chose est déjà là. On n'a même pas besoin de l'entendre. Elle est, tu sais, le soufi dit, l'être, la présence, elle est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Oh, c'est beau ça. Elle est là, simplement, à travers les mouvements de la vie, à travers le vécu, à travers notre vécu individuel, personnel. On a mis 10 couches par rapport à cette réalité et on s'est focalisé dans l'univers matriciel électromagnétique à tel point que cet univers devient dominant. Et la physique a démontré, l'astrophysique, que l'univers électromagnétique ne dépasse pas le 0,1%. C'est énorme ça. C'est-à-dire, ce qui est vraiment paradoxal, imagine que dans cette salle, il y a 99,9% de la réalité, invisible, lumière réelle, et il y a l'epsilon électromagnétique, et tu laisses la réalité de 99% et tu te focalises sur epsilon. C'est le vrai paradoxe.
comment l'homme a laissé passer l'essentiel et se focaliser sur l'éphémère électromagnétique. Il y a une petite réponse. Parce que l'électromagnétisme, il est éblouissant dans sa fonctionnalité. Il éblouit. C'est le porteur de lumière dans la tradition. C'est lui qui porte la lumière. Il est dans l'éblouissement externe. Et quand tu vois de l'extérieur le champ électromagnétique, tu es ébloui. Tu es ravi de voir, waouh, c'est tellement beau. Parce que la lumière réelle est invisible, elle est intérieure, intrinsèque. Donc c'est une petite explication, c'est tout. Mais on est dans cet univers d'éblouissement enfermé. Et la pire des choses, c'est qu'on a coupé tout lien avec l'univers réel. Comment faire pour être conscient de la réalité globale de notre être? Eh bien, dans l'approche matricienne, on propose des outils védiques de... C'est pas tout à fait, j'ai dit à mes amis, écoutez, c'est pas une voie, une discipline. Il y a des gens qui ont une discipline spirituelle. Moi, j'ai dit la discipline, c'est pas mon affaire. Moi, je suis contre toute discipline d'abord. La discipline, c'est l'effort. L'effort, c'est le conflit. Le conflit génère la bipolarité. Je fais, je peux pas faire, je dois faire et je ne peux pas faire. Là, oh là, ça. En moi, ça se somatise, le conflit. La discipline, c'est une voie de l'ancienne époque. La voie réelle maintenant, c'est l'écoute et l'ouverture dans le non-effort.